Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. On a eu très chaud à Toronto dans un match qui était un test un peu supérieur à ce qu'on a eu jusqu'ici dans ce début de saison avec deux fois Détroit et les Pelicans. Même s'il manquait Pascal Siakam, mais bon, Toronto ça reste quand même une équipe un peu supérieure à ces équipes-là. Et puis, bah, voilà, dans une ambiance voilà, avec Toronto qui retrouve sa salle après un an et demi d'exil, avec une équipe qui est quand même combative en défense et qui surtout domine la ligue au rebond offensif. Avant ce match-là, ils en prenaient 17 en moyenne depuis le début de saison, donc ce qui est quand même énorme. Donc c'était un gros challenge pour nous, vu que c'est notre faiblesse, les rebonds. Et ça s'est pas bien passé. On reviendra sur ces stats-là après. Mais c'est vrai que sur ce match-là, au final, on le gagne. Donc on est toujours invaincu, 4-0, super. 111-108 à Toronto. Mais c'était très compliqué sur la fin. Beaucoup de panique et on s'est fait un peu peur un peu tout seul, quoi. Euh, Déjà, on avait débuté le match de manière assez... comment dire, déjà dans les matchs précédents, les premiers quarts-temps, ou du moins les 4-5 premières minutes, on a un petit peu de mal à rentrer dedans en fait. C'est un petit peu. Ouais, mais sans plus, quoi. Et là, on n'avait pas beaucoup d'adresse non plus. Euh, C'était pas encore la folie en termes de circulation de balles, en termes de passes, de mouvement, etc. Lonzo Ball a mis un 3 points, mais à part ça, on l'a assez peu vu. Vucevic, il a raté des tirs de près. Alors lui, il était annoncé malade toute la journée avant le match. Et puis finalement il a joué. C'était son anniversaire la veille, donc est-ce qu'il a fêté ça un peu trop fort? On sait rien, mais enfin bon bref. Toujours est-il que pendant les heures qui précédaient le match, on nous annonçait que c'était pas sûr qu'il soit là, au final il était là. Et ouais, en début de match, il était pas trop dedans non plus. Zach Levine, il a touché assez peu de ballons en début de match. Patrick Williams encore moins, mais bon ça aussi je vais revenir sur ça après, enfin plus tard dans la vidéo. Et le seul en fait qui a eu un impact intéressant dans ce début de rencontre, c'est DeRozan, qui revenait à Toronto pour la troisième fois depuis son trade de l'époque il était parti des Raptors pour aller aux Spurs, et qui donc lui il avait à cœur de bien se montrer dans une salle avec un public qui l'aime toujours autant. Il y a eu une énorme standing ovation quand il était annoncé. Mais voilà, il avait aussi à cœur bah, voilà, de se montrer et de dire bon bah maintenant je suis un joueur des Bulls et je dois faire le taf contre vous. Et voilà, il a mis 11 des 24 points de l'équipe dans le premier quart-temps, donc il a été très impliqué, euh, avec ses shoots habituels en post-up, etc., avec sa technique et sa finesse. Euh, mais c'est vrai qu'à part lui, ça a été un petit peu difficile pour vraiment se mettre dans le rythme. Même le banc n'a pas eu un impact énorme sur ce match-là, à part Troy Brown. J'ai beaucoup aimé le match de Troy Brown offensivement. Surtout parce que, contrairement au match précédent, il faisait pas que prendre des 3 points dans le corner. Il y a eu plusieurs fois où il a attaqué le cercle, il a bien fini, il a mis des lay-ups, etc. Donc c'était un peu plus plaisant de voir plus de variations au niveau de son jeu. Mais par exemple, Javonte Green, ben, offensivement très peu. Caruso, très peu aussi. Alize Johnson a mis 2-3 lay-ups, voilà. Mais enfin, globalement, ça manquait vraiment d'impact sur le plan offensif, hein, parce que défensivement, par contre, c'était beaucoup mieux. Les cartons 2 et 3 étaient beaucoup plus proches de ce qu'on a pris l'habitude de voir sur ce début de saison, que ce soit dans l'impact défensif avec beaucoup plus de balles déviées, des contests, des interceptions. On a pu se créer quelques contre-attaques et du coup marquer quelques paniers plus faciles. On a quand même créé l'écart sur des paniers à 3 points de Lonzo Ball, qui en avait déjà 4 à la mi-temps, la plupart totalement libres, hein, parce que Toronto ils se sont dit bon, on va le laisser prendre ses 3 points, mais finalement il les a mis, donc du coup ça a permis à l'équipe de prendre un peu d'avance. Euh, Au troisième quart, c'est plus Zach Lavine qui a assuré le scoring, qui a commencé à prendre les choses à son compte. Un peu comme les matchs d'avant, il est arrivé à la mi-temps, il n'avait pas marqué beaucoup de points. Je crois qu'il avait juste 2 lancers francs en première mi-temps. Et ensuite, voilà, au troisième quart-temps, il a pris le scoring à son compte. Et c'est à ce moment-là que les Bulls ont vraiment fait l'écart. Ils ont pris jusqu'à 20 points d'avance. Euh, et tu as l'impression à ce moment-là que ça déroule relativement tranquillement, même si voilà, c'est pas évident de mettre beaucoup de choses en place parce que Toronto conteste énormément. C'est une très belle défense. Donc du coup, même,
même avec ces 20 points d'avance, tu te dis pas, voilà, on domine ce match-là de la tête et des épaules, mais voilà, on fait quand même ce qu'il faut de notre côté aussi pour, voilà, défensivement, s'assurer des transitions et des paniers faciles. Et c'est comme ça qu'on a créé cette avance. Sauf que, bah, on le sait depuis longtemps, en NBA, 20 points d'avance, surtout dans le troisième quart-temps, avec encore beaucoup de temps au chrono, bah, c'est rien. C'est rien, ça se remonte comme ça maintenant avec les shoots à 3 points dans tous les sens. Et d'ailleurs, Van Vliet et Gary Trent Jr. en ont claqué quelques-uns et ça a tout de suite relancé les Raptors dans le match. Et du coup, quand le quatrième quart-temps a débuté, ils se sont dit, il y a moyen, on peut revenir. Et avec la salle qui a donné de la voix, encore une fois, voilà, c'était leur troisième match à domicile cette saison, mais voilà, après 18 mois à l'extérieur quasiment. Donc la salle qui donnait énormément d'énergie, Toronto qui a créé des stops défensifs et qui a fait perdre pas mal de ballons aux Bulls, qui n'en avaient perdu que 5 sur les 3 premiers quarts-temps, donc tu te dis bon ça va, c'est très bien, on arrive à bien gérer, etc. Mais dans le quatrième quart-temps, plus le temps passait et plus tu sentais que on avait vraiment du mal à mettre des choses en place. Toronto nous gênait énormément avec leur pressing, dès la remise en jeu sur le porteur du ballon, sur le porteur de ballon, euh, pressing full court, domination au rebond, pareil, je donnerai les chiffres tout à l'heure. Euh, et tu sentais que les Bulls, petit à petit, rentraient dans une sorte de panique. Ils précipitaient les actions, ils ne savaient pas trop, parfois, euh, quoi faire. Sauf DeRozan, qui, encore une fois, était mais super, super clutch. Euh, Plusieurs ballons en post-up, en ISO. Et vas-y, je mets des shoots sur la tronche de Barnes ou peu importe qui était face à moi en post-up. Hop, fadeaway, turnaround, jump shoot, ligne de fond, ça rentre. Il a enchaîné deux trois paniers comme ça, DeRozan, et il a permis aux Bulls de prendre 10 points d'avance à 2 minutes 45 de la fin. Enfin, c'est après un 3 points de Zach LaVine, mais c'est grâce aussi à beaucoup de paniers clutch de DeRozan. LaVine met un long panier à 3 points et on est à plus 10 à 2,45 de la fin. Tu te dis, bon, on espère quand même que ça va tenir. Sauf qu'en même pas une minute, t'as Van Vliet qui envoie Ashiwa au alley-oop. Sur la remise en jeu, mauvaise passe de Zach LaVine, Van Vliet récupère la balle et obtient deux lancers francs. Sur l'action suivante, il va mettre un lay-up, personne ne l'emmerde, il va jusqu'au cercle comme ça, il passe au milieu de tout le monde et il n'y en a pas un qui se dit bon on va le bumper ou quoi, rien du tout. Donc 6 points en une minute, presque tout est à refaire. Et là encore, c'est Caruso et DeRozan qui ont été très très clutch avec une interception de Caruso et DeRozan qui obtient et rentre deux lancers francs. Il remet les Bulls à plus 6 à 24 secondes de la fin. Tu te dis, bon, quand même, plus 6, 24 secondes, on devrait pouvoir gérer. Et on arrive encore à se faire peur parce que Van Vliet, il met un lay-up encore une fois en partant tout seul. Il va tout seul au cercle, personne ne l'emmerde. Les Bulls prennent un temps mort. Remise en jeu sur le côté, Lonzo Ball balle directement à Scotty Barnes qui va claquer un dunk. Tu te dis, ça y est, là, le scénario catastrophe, il arrive. Sur la remise en jeu, balle à Vucevic qui part ligne de fond, mais tu as l'impression qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Finalement, la balle sort, il y a un check des refs pour voir si c'est bien balle pour Chicago. C'est bien pour nous. La balle arrive à Vucevic qui est envoyé au lancer franc. Il loupe le premier, donc là, ça y est, tu commences à faire oh là là, tu sens le scénario catastrophe arriver. Finalement, il met le deuxième et derrière, il reste 10 secondes. Van Vliet remonte la balle, prend 3 points sur le buzzer qui ne rentre pas, heureusement. Parce que je pense que si on allait en prolongation, on allait être en grande, grande, grande difficulté. Au final, on s'impose 111-108 avec ce shoot loupé de Van Vliet sur le buzzer. Mais aucune satisfaction dans les interviews d'après-match. Vous êtes à 4-0, ouais, mais là ce soir on avait pas le droit de jouer comme ça à la fin de match, on a fait n'importe quoi. Zach LaVine, dès qu'on lui a demandé après le match ses impressions, il a dit ouais, c'est une victoire donc on la prend, mais franchement, on n'a pas le droit de jouer comme ça. La fin de match, il y a eu beaucoup trop d'erreurs. On a perdu 7 ballons rien que sur le quatrième quart-temps. Vucevic a loupé un lancer franc qui aurait pu nous coûter très cher. Il y a eu des remises en jeu directement dans les mains adverses. Il y a eu des shoots parfois un petit peu forcés quand c'était pas DeRozan qui les prenait. Euh, donc il y a eu voilà, des erreurs. Alors c'est très bien de tôt dans la saison, quand tu es encore en recherche d'automatisme, etc., d'avoir ce genre de match et de les gagner, parce que voilà, ça permet d'engranger de l'expérience, de la confiance, et de dire, bon voilà, on a vu que ça, c'était un problème, il faut le gérer autrement.
Mais oui, là, c'est clair qu'il y a des leçons à tirer de ce match-là. Et il y a notamment un gros, gros souci sur ce match, c'est les rebonds. On est annoncé comme une équipe faible au rebond et Donovan a dit tant que voilà, euh, on y met tous du nôtre et qu'on bosse dur pour aller chercher les rebonds, qu'on lutte, on peut compenser notre manque de taille, etc. Euh, Là, sur ce match-là, on a quand même pris 48-28. Un différentiel de 20 rebonds sur un match, c'est quand même assez monstrueux. Euh, et les rebonds offensifs aussi. Comme j'ai dit au début, Toronto domine la ligue au rebond offensif. Ils en ont pris 14, on en a pris 5. Et un seul rebond offensif a été pris par un titulaire, c'est Vucevic. À côté de ça, euh, je vais devoir lui tomber un peu dessus, mais au bout d'un moment, Patrick Williams, 26 minutes de jeu, 4 points à 2 sur 3 au shoot, 0 rebond. Alors moi je veux bien, il a manqué la grande majorité de la pré-saison, il manque de repères, etc. Mais t'as pas besoin d'avoir fait toute la pré-saison pour prendre des rebonds. Que niveau offensivement, tu ne sais pas où te placer, euh, de demander la balle, ok, ou que tu manques encore un peu de conditions physiques, pourquoi pas. Mais oh, pour aller chercher des rebonds, oh, oh, sans déconner, zéro rebond en 26 minutes, c'est... Non, je suis désolé, mais ça c'est impardonnable. Ça, c'est clairement impardonnable et il y a clairement besoin de beaucoup plus à ce niveau-là. Enfin, un step-up clair et net. Pas que de Patrick Williams, parce que quand dans toute ton équipe tu prends 28 rebonds, c'est qu'il y a un problème quelque part. Euh, mais voilà, c'est vrai que c'est un peu symbolique. Voilà, Patrick Williams qui en a zéro en 26 minutes, c'est franchement ridicule. Donc ouais, voilà, ça va être un axe très très important à voir, surtout que là, on a les Knicks jeudi, avec quand même Randall en face. 2 jours après, on a Utah avec Rudy Gobert qui a déjà fait 2 matchs à plus de 20 rebonds cette saison. Ouais, là, il va falloir faire des gros 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 efforts pour finir la semaine sur une bonne note, parce que sinon, ça va être très tendu quand même. Donc voilà, les rebonds, ça va être extrêmement, extrêmement important. On n'a pas le droit de prendre 20 rebonds d'écart sur un match comme ça. Et ça a failli nous coûter très très cher. Encore une fois, on est à 4-0, mais sur ce match-là, il y a plus de points négatifs à relever que de points positifs. Donc c'est quand même, voilà, ça passe, ric-rac, vraiment à l'arrache. Mais voilà, faudra pas que ça se reproduise trop trop souvent non plus, quoi. Tu peux pas te permettre d'avoir un différentiel aussi mauvais au rebond, quoi. L'apport du banc aussi, encore une fois, c'est un problème qu'on avait soulevé en début de saison avec l'absence de Kobe White. T'as pas vraiment un scoreur. Et en plus, là, Billy Donovan a resserré sa rotation à 4 joueurs du banc. Ayodo Sunmu n'est pas rentré en jeu. Euh, je me disais avant le match que si Vucevic est malade, peut-être qu'on pourrait voir un peu Tony Bradley. Euh, Là, du coup, ne pas le voir, tu te dis, bon, si on a vraiment autant de soucis au rebond, ce serait peut-être pas mal de lui filer quelques minutes dans les prochains matchs, contre les Knicks, contre Utah ou quoi, parce que à un moment, va falloir régler ça. Derrick Jones Jr. aussi, 3-4 minutes par-ci par-là, essayer de gratter quelques rebonds ou quoi, faire des stops défensifs, enfin je sais pas, mais essayer de voilà, utiliser peut-être un peu plus de gars pour voir, parce que là, pour l'instant, enfin, sur ce match-là, en tout cas, Javonte Green, on l'a quasiment pas vu. Euh, Caruso, il fait ce qu'il peut défensivement, mais c'est pas à lui d'aller prendre 10 rebonds non plus. Euh, Alizé Johnson, il en a gratté 3-4, mais voilà, pareil, il peut pas tout faire tout seul. Donc, ouais, je serais quand même curieux de voir un peu Tony Bradley et Derrick Jones Jr. Sur les prochains matchs, voir si voilà, ils peuvent aider à faire en sorte qu'au rebond, on se fasse pas autant démonter. Parce que, surtout là, comme je dis, avec les Knicks et le Jazz qui arrivent, là, ça va être hardcore si on bouge pas. Donc voilà. Euh, les Knicks, donc du coup, jeudi, il va falloir surveiller ça. C'est 2 trucs que je vais beaucoup surveiller pendant le live tweet. C'est notre capacité à prendre des rebonds et l'apport du banc. Ça va être très important parce qu'en plus, voilà, le banc des Knicks est très très solide. Derrick Rose, il rentre, il fait toujours des super matchs. Taj Gibson, Quickley aussi. Donc voilà, ils ont beaucoup d'éléments à faire valoir eux aussi. Donc ça va être une sacrée sacrée bataille jeudi soir. À mon avis, ouais, ça va être galère. Ça va être galère. On peut le gagner, hein, mais ça va être galère. Je le sens pas. Ça va pas être un blowout de 20 points, ça c'est clair et net.
Soirée spéciale quand même jeudi soir pour cette réception des Knicks, hein. Soirée spéciale Joakim Noah. Alors je pense que là, dans les heures à venir ou le jour même, jeudi, donc demain, les Bulls vont annoncer qu'il a signé un contrat d'un jour comme Luol Deng l'avait fait pour pouvoir reprendre sa retraite en tant que joueur des Bulls. J'imagine, hein, c'est pas dit que c'est pas, j'ai pas d'infos ou quoi que ce soit, c'est juste, j'imagine que ça devrait se faire comme ça. Mais même si c'est pas le cas, voilà, il sera au United Center pour ce match-là, soirée spéciale, il aura une standing ovation. Luol Deng sera là apparemment aussi, donc du coup, voilà, en plus, voilà, en face, t'as quand même Thibodeau, Derrick Rose, Taj Gibson, donc ça fait une sorte de bonne réunion. Et c'est évidemment pas anodin qu'ils fassent cette soirée-là face aux Knicks. Comme ça, il y a plusieurs ex-compagnons de Joakim Noah pour venir le saluer. Donc voilà, évidemment, extrêmement mérité pour Joe, qui a été peut-être un des joueurs les plus marquants de l'histoire des Bulls après Jordan, enfin après l'époque Michael Jordan et les titres, etc. Donc évidemment, voilà, deux fois All-Star, meilleur défenseur de la ligue, quatrième au vote de MVP, un joueur majeur de la franchise entre 2010 et 2015. Donc voilà, énormément de respect et d'amour pour Jukes. C'est forcément mérité. Donc plein de gros bisous à toi, Jukes. Tu vas kiffer cette soirée. Et puis voilà, on va espérer que les Bulls puissent poursuivre cette série d'invincibilité. Ce serait un bel hommage aussi en étant combatif et en s'imposant au rebond comme Noah l'a toujours fait dans sa carrière. Donc ce sera un clin d'œil sympa en tout cas. On va se quitter avec le quiz. Justement, il va concerner Joakim Noah. Donc la réponse à la dernière question était 96-97. C'est la dernière saison où on a commencé avec au moins 4-0. On était allé jusqu'à 12-0 cette saison-là, dans une saison où on avait fait 69 victoires, 13 défaites quand même. Et accessoirement était champion en titre, enfin était champion à la fin. Donc pas mal du tout. Il fallait quand même remonter à loin, hein, 25 ans quand même. Ça a commencé à dater pour débuter 4-0, tu te dis, c'est quand même beaucoup. Et donc la question concerne cette fois-ci Joakim Noah, puisque tout simplement, quel est son record en carrière de points et face à quelle équipe il l'a réalisé. Donc voilà. Et puis voilà, on se retrouve sûrement après le match d'Enix, ou au pire après le match d'Utah. Je sais pas si je fais les deux sur la même vidéo ou pas, enfin je verrai. En attendant, live tweet sur le match de jeudi contre les Knicks. Donc voilà, on va espérer une réaction en termes de rebond, d'apport du banc, un peu plus de sérieux à ce niveau-là et à espérer une cinquième victoire tout simplement. Donc voilà, d'ici ce match-là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao, go Bulls.